Otep et bienvenue à la Kémitosphère. Nous revoilà à la deuxième partie de la lecture de notre livre intitulé Les prêtres de l'Égypte ancienne. Un livre écrit par Serge Sauneron, égyptologue français. Et nous allons choisir aujourd'hui la sous-section qui parle de l'obsession du texte écrit. Et ce choix est fait pour déconstruire les thèses selon laquelle l'Afrique est une société de tradition orale. Et si Serge Sauneron a écrit ici sur l'obsession du texte écrit, et surtout quand nous savons que l'Afrique est cette civilisation qui a créé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité l'écriture, le papier, parce que papier vient de papyrus, et papyrus est un nom égyptien. Et par après, on nous dit que l'Afrique est une société de tradition orale, que l'Afrique ne connaît pas les écrits, que l'Afrique n'a pas de livres. C'est un gros mensonge. Et donc, nous allons lire une partie de cette sous-section, simplement pour faire comprendre aux uns et aux autres à quel point les Égyptiens, les premiers Africains, tenaient à mettre par écrit les éléments de leur civilisation, conserver leur mémoire à travers les écrits. Et aussi, pour commencer, il y a ce scribe de l'Égypte antique qui disait à son fils, « Je ferai en sorte que tu aimes le livre plus que ta mère. » Ça, nous sommes au temps de l'Égypte antique et c'est un savant qui parlait à son fils. « Je ferai de sorte que tu aimes les livres plus que ta mère. » Qui sont aujourd'hui les parents qui ont tendance à donner ce genre de conseils à leurs enfants. Ça veut dire simplement que les Égyptiens tenaient trop à la science et il était nécessaire pour ce scribe de faire en sorte que son fils aime le livre, c'est-à-dire qu'il devienne un scientifique de très haut niveau. Alors je commence la lecture, nous sommes à la page 125 du livre. À toute époque, il s'avère en effet que les Égyptiens ont été hantés par l'idée de retrouver dans le vieux parchemin les éléments d'une vérité égarée. Cette tendance, ils la devaient déjà au caractère résolument papérassier de leur civilisation. Le caractère papérassier de leur civilisation. C'est-à-dire, l'Égypte est caractérisée, la civilisation égyptienne est caractérisée par les papiers. Je vous disais que le papier vient de papyrus, c'est un nom égyptien, et c'est les Égyptiens qui ont inventé le papier. Ce n'était pas pour se torcher les derrières, c'était pour écrire par excellence. Mais il s'y ajoute quelque chose de plus profond que cette seule routine, ce seul vice écrivassier. Pour comprendre l'attitude des Égyptiens, il faut en effet souligner le contraste frappant qui oppose leur vue du monde à la nôtre. Nous vivons dans un univers que nous savons en perpétuel mouvement. Pour chaque problème nouveau doit se trouver une solution nouvelle. Mais pour les Égyptiens, cette notion d'un temps qui modifie les données du monde, d'une altération des facteurs qui imposent une transformation des méthodes, n'a pas cours. À l'origine, la divinité a créé un monde stable, fixe, définitif. Ce monde fonctionne comme un moteur bien huilé et bien alimenté. Il y a des raretés si le moteur se fatigue. C'est qu'un des éléments qui composent s'use ou se brise. On le remplace et tout répare de plus belle. Mais ce moteur restera toujours le même. Son mécanisme, son aspect, son rendement seront toujours identiques. Si donc quelques problèmes intriguent les consciences, si quelques graves événements viennent troubler l'ordre habituel des choses, il ne saurait être vraiment nouveau. Il a été prévu avec le monde. Sa solution ou son remède existe de toute éternité, exposé dans une sorte de mode d'emploi de l'univers que les dieux ont défini en créant cet univers même. Ce qu'il faut donc, c'est retrouver dans les écrits des temps jadis la recette qui fut prévue pour tel ou tel cas. Devant un événement donné, un phénomène physique, une catastrophe frappant le pays tout entier, le savant ne cherchera pas à déceler les causes matérielles pour leur trouver, s'il y a lieu, un remède approprié.
Il compulsera avec une ardeur d'érudit des monceaux de vieux écrits pour savoir si le fait est déjà produit à quelque moment du passé et quelle solution lui fut alors apportée. Il découle de ce qui précède que pour les Égyptiens, tout problème qui surgit, que ce soit de l'ordre naturel ou de l'ordre de l'œuvre humaine, il y a une solution qui existe quelque part. Et c'est pourquoi ils ont cette manie de tout consigner. Et ça fait que par génération, pour tout phénomène qui se réalise, on se repère d'abord dans le passé, c'est-à-dire les écrits des archives, pour savoir si cet événement n'a pas été déjà résolu par ceux qui ont vécu là avant nous. C'est pourquoi les écrits, le papier, étaient vraiment au centre de la civilisation égyptienne. Donc, c'est la mémoire, c'est où on utilise des éléments pour résoudre les problèmes, parce que tout problème n'est pas pour autant nouveau. Voilà. Rien de plus caractéristique à ce sujet que le récit de la grande famine qui frappa l'Égypte sous un roi Ptolémée, et que nous a transmis une stèle gravée sur un rocher de l'îlot de Sahel. Le Nil n'était pas venu à temps pendant une durée de 7 ans. Le grain n'était plus abondant, les graines étaient desséchées, tout ce qu'on avait à manger étant en maigre quantité. Chacun était frustré de son revenu, on en venait à ne plus pouvoir marcher. L'enfant était en larmes, le jeune homme était abattu, les vieillards avaient le cœur triste, ils étaient assis par terre, les jambes repliées, les mains ramenées vers eux, même les courtisans étaient dans le besoin. Et les temples étaient fermés, les sanctuaires étaient pleins de poussière, bref, tout ce qui était dans l'affliction. Tout ce qui existe était dans l'affliction. Que faire en cette conjoncture? Réviser le système de répartition intérieure ou importer du blé? Améliorer le système d'irrigation? Non, pas. Si le Nil ne déborde plus à son juste temps, c'est que quelque chose est déréglé à l'éléphantine, dans les conditions divines qui régissent la crue, et l'on fouille dans les vieilles paperasses. Alors, dit le roi, je me suis résolu à me tourner vers le passé et j'interrogeais un prêtre, Imhotep. En quel endroit naît le Nil? Quelle ville du fleuve sinueux est là? Quel Dieu s'y repose pour qu'il me sonde? Il se leva, je vais à la ville du Thoth, j'entrerai dans la salle des archives, je déroulerai les livres saints et je me guiderai d'après eux. Alors, il s'en alla et revint vers moi en un instant me faisant prendre connaissance du cours du Nil, des régions de la cataracte et de tout ce dont elles sont pourvues. Il me dévoila ce qui est merveilleux et mystère des ancêtres s'y sont rendus. Mais nul roi n'y alla depuis les origines. Voilà. Donc, pour ce qui se passe en Égypte, en termes d'événements douloureux pour la société, on se réfère aux archives pour voir si les solutions existent déjà, avant d'envisager d'en développer d'autres solutions. C'est pourquoi cette obsession des Égyptiens à tout mettre sur écrit. Et si aujourd'hui on dit que l'Afrique c'est la tradition orale, ceux qui tiennent ce discours ont un seul projet, c'est-à-dire réduire l'Afrique à une société qui n'a jamais été dans les éléments de la civilisation. Mais nous savons aujourd'hui des sources sûres que même l'écriture grecque découle de l'égyptien ancien à travers l'alphabet. Ça, c'est des éléments qui aujourd'hui ne peuvent plus être niés. Et donc, nous avons inventé les papiers, les plus grands scientifiques de l'Égypte ont accueilli les premiers savants grecs pour les éduquer. Et donc, il est aujourd'hui totalement faux de faire croire aux jeunes Africains que les ancêtres n'ont rien apporté à l'humanité en termes d'éléments dans l'évolution de la société humaine. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous revenons prochainement avec une section pour nous éclairer davantage
sur l'héritage de nos ancêtres, sur ce qu'ils ont légué à l'humanité, et aussi pourquoi nous devons nous appuyer sur ce qu'ils nous ont légué pour bâtir une Afrique nouvelle. Otep, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.